Ousmane Gawal, notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Sur la question du port autonome de Conakry, est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus s'accentuer sur les conditions dans lesquelles cette concession a été signée que sur le fait que le port autonome de Conakry a aujourd'hui besoin de gros investissements pour pouvoir être concurrentiel? Bon, disons que moi, d'abord, je dis encore une fois, la clé de voûte, c'est vraiment la question de la Cour constitutionnelle. Parce que s'il n'y a plus d'autorité supérieure qui est capable de dire la norme juridique, il n'y a plus de limite à la folie humaine. Maintenant, pour la question du port, moi j'étais clair là-dessus. C'est une forfaiture. Nous, on nous dit aujourd'hui que le port a dans ses propres comptes, dans les banques en Guinée, 30 millions de dollars d'argent qui appartient au port et que l'investisseur s'est engagé à mettre 40 millions de dollars. Si vous avez 30 millions, pourquoi vous cédez votre bien pour quelqu'un qui s'engage à vous donner 40 millions? C'est plus facile pour vous d'emprunter 10 millions pour faire vos investissements que de dire on va garder ça, on va tout céder à quelqu'un qui va nous amener 40 millions. C'est de la forfaiture. Avez-vous vu et lu la convention? J'ai lu la convention. On parle plutôt de 500 millions de dollars. Ça, oui, mais c'est 25 ans. C'est 25 ans. Mais ils n'ont pas dit combien le port va générer en 25 ans. Combien le port va générer en 25 ans? C'est-à-dire le ministre des Transports a expliqué que ça devrait rapporter à la Guinée à hauteur de 15 millions de dollars par an annuellement contre 0 francs en ce moment. Si ça rapporte 0 francs, comment ils font pour avoir 30 millions de dollars dans leur compte? Il faut que le ministre comprenne. Il est arrivé sur un sujet qu'il ne comprend pas. Aujourd'hui, on lui écrit sur une feuille blanche ce qu'il doit dire. Il le dit. C'est décevant. De la part de M. Abakar Silla, c'est extrêmement décevant cette attitude. Vous pensez qu'il est un il n'a rien compris. Il est un automate. Aujourd'hui, il joue à l'automate parce qu'il n'a pas compris le contenu, ou il a compris, il le fait sciemment. C'est aussi clair que ça. Il portait bien la parole quand il était de l'autre côté. Hélas, vous savez, la transhumance politique. Soudainement, il ne porte plus bien la parole parce qu'il est de l'autre côté. Il joue à l'automate. Ça veut dire qu'il jouait aussi à l'automate quand il portait votre voix. Je ne dis pas qu'il ne porte pas la parole. Je dis c'est une parole qu'il porte à laquelle il ne croit pas, à laquelle il n'a aucune connaissance, il n'a aucune maîtrise. Ce contrat a été fait à son insu. Il est aujourd'hui appelé à la soutenir, non pas d'ailleurs en tant que porte-parole du gouvernement, mais en tant que ministre du secteur, parce qu'on a dénoncé le fait que ça a été fait à son insu. C'est pour ça qu'il ne le porte pas en tant que porte-parole. Ça, c'est un deuxièmement. Quand je vois l'affaire du port de Conakry, un des experts du domaine qui était le comptable, je ne sais pas, le comptable ou le DAF, qui a démissionné ou qui a été démis de ses fonctions, il a donné une opinion d'expert sur ce document, un document clair et net là-dessus. Mais alors, même on a vu les deux femmes se tirer les chignons, chacun disant qu'il ne connaît pas, on m'a appelé à midi, viens signer. Ça veut dire que tout ce qui a été fait entre Alpha Condé et la société turque et à l'insu du peuple de Guinée, à l'insu des cadres du port, à l'insu du ministère. Un point, un tiret. C'est ce qu'il a fait avec la société, la Guinéenne de l'énergie, que j'ai dénoncé ici à un moment. L'État guinéen a un bien, on prend le bien, on donne à un particulier, il produit un bien et il le revend à l'État, sans qu'il n'ait mis aucun sou là-dessus. C'est la même chose qu'on est en train de faire avec le port de Conakry. Alors, bien. Allez-y. L'installation des exécutifs communaux, on en parle parce que c'est un peu c'est ce qui découle de cette entente, de ce deal politique que vous avez eu avec le RPG, qui s'est étendu à d'autres partis politiques évidemment, parce que c'est les deux grands partis qui commencent toujours. Alors, ça a donné lieu à des dérapages qui sont allés jusqu'à toucher le tissu social guinéen. D'abord Kindia, avec la sortie de l'imam, ensuite du côté de Tanene. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Disons que j'étais déçu, d'abord, que cela vienne d'un prélat, quelqu'un qui doit prôner l'unité, la religion à laquelle il est l'imam, lui recommande de ne pas aimer pour les autres ce que lui-même, il n'aimerait pas pour lui-même. Oui. Et il s'est écarté aussi bien des valeurs de l'islam que des valeurs de l'État guinéen pour prôner ce qu'il a dit. C'est quelque chose d'extrêmement décevant de sa bouche. Maintenant, et là, Sekhouna, moi, ça ne me surprend pas. C'est un militant du RPG et c'est un maire du RPG. Attendez. Il était avec vous auparavant. Oui, aujourd'hui, c'est le maire de la délégation spéciale de Tanene. Il agit comme militant du parti, c'est tout. Donc, à partir du moment où toutes ces prises de position, pour moi, c'est comme si c'est Damaro qui avait parlé. Ça n'a aucune importance. C'est la parole d'un politicien. Maintenant, ça tombe sous le coup de la loi. Oui. Parce que ces déclarations violent l'article 4 de la Constitution. Il appartenait au procureur de la République d'agir dans ce sens. Mais le procureur s'est mieux... C'est d'ailleurs la voie qu'avait choisie M. Abdoulaye Ba en portant plainte contre
l'imam central de Kindia. Mais c'est d'où l'importance de la question de Lamine. Comment comprendre que à la suite de cette plainte, que le président de votre formation politique, au nom de la paix, de compromis, d'une compromission politique. Non, c'était pas un compromis. Je pense que c'était plutôt dans ce cadre d'espèce, c'était ni le compromis parce que c'est pas un accord, mais c'était la pédagogie. Vous savez, vous comprendrez que de là-bas jusqu'à plus tard, vous n'entendrez plus jamais cet imam prononcer les mots qu'il a prononcés. Parce que c'est une question de pédagogie. Il a eu suffisamment peur. Parce qu'attendez, le mal est fait. Vous savez, la justice est aussi pour l'éducation. La sanction judiciaire, c'est pour que quand vous l'envoyez à la prison, il sorte mieux pour la société. Ouais. Donc là, il n'est même pas allé en prison. Il a suffisamment tremblé pour faire amende honorable. Oui, mais vous ne pensez pas qu'il devait subir quand même toute la rigueur de la loi? Vous avez suivi son sermon qui a suivi, où il est revenu sur ses paroles, il a quasiment plaidé le pardon, et je pense que la démarche du chef de file d'opposition a servi aussi à ramener l'homme dans sa dimension d'injusticiable et lui dire, prenez conscience, si vous prenez conscience, nous retirons notre plainte, mais il faut revenir sur vos paroles pour renforcer la cohésion. Parce que si vous savez que votre action judiciaire doit créer un clivage pour plus diviser le pays, vous réfléchissez sur ce que vous faites. La question n'est pas de dire seulement qu'il a gâté, on l'amène en justice. C'est la justice. Le résultat, c'est encore renforcer la institution, vous évitez la justice parce que vous travaillez pour l'unité de la nation. Non pas seulement de judiciariser tout, mais pour que les actes servent aussi à renforcer l'unité et la cohésion des sociétés que nous gouvernons. Juste pour comprendre, certains ressortissants de Kindia m'ont confié que l'UFDG avait un autre choix pour la mairie de Kindia. Un choix d'un certain qui est tombé sur un certain Bangoura ou Ibrahim Mansouri, qui aurait été lésé au profit de M. Abdoulaye Ba. On s'en fout de ces discours, ça n'a aucune importance. On peut, attendez, vous savez, attendez, je vais vous dire une chose. Moi, non, ça n'a aucune importance. Moi, pour être député, a été recalé au profit de... Celui qui est, M. Bangoura, qui est concerné, n'était pas là-bas en tant que fils d'eux. Il était là-bas en tant que militant de l'UFDG. Abdoulaye Ba était en tant que militant. Moi, pour être député à Gawal, j'étais en concurrence avec mon oncle direct, Talibé. C'était dans la même famille, c'est mon oncle. L'UFDG m'a préféré à lui. Est-ce qu'on le discrimine par son nom? Il faut qu'on arrête à un moment donné, les partis font des choix sur des variables politiques, sur des critères politiques et non sur des variables irrationnelles et ethniques. Bien. Donc là-dessus, c'est du farfelu, ça n'a aucune importance. Ben écoutez, si vous le dites, Ousmane, quand ça vous arrange, évidemment, on jette ça comme si c'était... Et voilà quoi. Allez-y, Madame Ayero. L'autre pan de l'accord obtenu récemment lors du dernier dialogue politique, et qui souffre d'application, c'est bien entendu l'indemnisation des victimes. Parce que depuis 2011, il y a eu beaucoup de victimes. Il y en a qui sont encore en prison. Il y a je pense aussi la libération de certains détenus. Où est-ce qu'on en est? Disons, quand vous avez affaire à un gouvernement qui ne respecte rien, c'est difficile. Grenade est en prison, alors que la justice a fait un non-lieu. L'enfant devait être libéré depuis très longtemps, mais il est devenu un prisonnier personnel du chef de l'État. Ah bon? Parce que lorsque la justice dit que quelqu'un n'a rien à faire en prison et que vous continuez à le garder au mépris de tout, ça devient un prisonnier personnel. Ibrahim Mansouri est en prison, alors que des paroles plus graves que ce qu'il a dit sont prononcées. Parce que simplement, il a parlé du chef de l'État à un moment donné, il est en prison. C'est comme hier, vous avez vu l'acharnement, tout de suite la promptitude de la justice pour courir derrière ce syndicaliste, parce que simplement, dans sa déclaration, il a parlé du fils du président. Il faut que ça s'arrête. Mais tout cela montre l'état de faiblesse dans lequel se trouve notre pays et la malgouvernance, parce que c'est ce qui caractérise ça. Quand un État prend ses responsabilités, et c'est là que moi j'ai reproché au Premier ministre, parce qu'il est quand même, suivant l'article 58, le garant des accords politiques et des accords dans notre pays, mais malheureusement il n'arrive pas à peser pour faire en sorte que les accords politiques soient respectés. Les indemnisations ne verront pas le jour, la libération des prisonniers, ça dépendra de l'humeur du président, parce qu'il ne respecte rien. Moi, c'est pour ça que je fais partie de cette minorité de ce pays qui croit qu'il ne faut rien négocier avec Alpha. C'est quelqu'un qui aime le corps à corps. Vous venez torse nu face à lui, battez-vous pour obtenir quelque chose. Je reviens sur la question de Moussaïro, sur l'indemnisation. C'est une question quand même, comme un serpent de mer. Ça revient à tous les accords qui sont servis au peuple de Guinée. Apparemment, vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui d'être impuissant sur cette question. C'est repris cette question, en fait, le traitement qui est
est accordé à cette question est repris dans tous les accords. Mais aucune suite, aucune matérialisation, Ousmane Gawal. Pendant ce temps, les victimes, ceux qui ont été victimes de pillage, c'est tous ces commerçants qui n'arrivent pas à se relever, attendent toujours que quelque chose soit fait en leur direction. Quand ça concerne les peuples, quand ça concerne les populations, le pouvoir piétine cela. Que ça s'agisse des événements du 28 septembre, on attend même toujours qu'il y ait justice. Ce n'est pas que partisan. Les Guinéens attendent que l'État prenne en compte leurs propres préoccupations. Ça n'arrive pas. C'est quelque chose de désespérant. Mais c'est aussi ça qui est à la base de la cristallisation de la défiance vis-à-vis de ce gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune autorité. Donc cette défiance, quand ça va atteindre le point maximum, vous verrez ce qui va se passer dans ce pays. Ce sera une révolution qui mettra à la touche tous ces acteurs qui se croient aujourd'hui invincibles et qui piétinent nos lois, qui rigolent sur nos institutions et qui s'en fichent de nos vies et de nos souffrances. Donc tout cela, toute cette crise, tous ces manquements que l'État observe vont alimenter, si vous voulez, la crise qui est prévisible, qui arrive et qui peut-être, avec ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, va être l'élément déclencheur. Bien. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député l'UFDG à l'Assemblée nationale, notre invité ce matin. Allez-y, madame. Non, mais moi j'ai l'impression que plutôt, au niveau de vos revendications, il y a des priorités. Par exemple, récemment, pour obtenir, ce compromis que vous avez fait avec le RPG Arc-en-Ciel au niveau des différentes mairies, par exemple, du Breka et Kindia, ça a été une priorité. Vous avez menacé de sortir et finalement, vous avez obtenu cela. Est-ce que vous faites de l'indemnisation et de la libération des détenus une priorité comme la précédente action que je viens de citer? Absolument. D'abord, ça faisait partie des accords. À chaque fois, ces questions sont en première ligne et sont soulevées et alimentent y compris les thèmes que nous défendons à l'occasion des manifestations. Il n'y a pas que politique. Parce que pour nous, l'indemnisation des victimes est prioritaire par rapport. Mais ce qu'on peut obtenir, c'est l'accord. La mise en œuvre de ces accords dépend aussi de la bonne volonté du gouvernement. Parce que c'est lui qui va indemniser. Ouais. C'est lui qui va sortir l'argent du budget. Ce que nous avons vu, c'est qu'on était allé jusqu'à nous dire que sur les fonds communs, qu'on va prélever les montants des indemnisations, y compris à l'occasion de la dernière loi de finances rectificatives. Donc, après cela, vous comprenez, on met des budgets à la disposition des ministres qui ne touchent même pas ces budgets. Donc, quand on nous dit que l'argent est mobilisé, il refuse de mettre. Le budget du chef de file a été intégré. Le président en fait ce qu'il veut. Il le suspend quand il le souhaite. Oui, donc aujourd'hui, Alpha Condé fait dans notre pays ce qu'il veut. Ouais. Il n'y a plus de limite à ce qu'il croit être sa puissance. Vous savez qu'il ne respecte pas ses engagements. Vous y allez quand même. Non, je pense qu'aujourd'hui, même les meilleures volontés qui prônaient le dialogue dans nos partis, dans l'opposition, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de perdre de la voix parce que personne ne veut plus, personne ne souhaite un dialogue avec ce gouvernement. Nous ne demandons qu'aucune confrontation, qu'un rapport de force pour que les barrières soient créées clairement par rapport à vous êtes prêts à attendre de voir les exécutifs communaux élus installés enfin à la dernière réunion de l'OR. Vous avez exigé du ministre Bourema Condé de prendre enfin cette note circulaire pour convoquer les premières réunions des conseils communaux. Jusqu'où vous irez, vous attendrez que ces exécutifs soient installés. Deuxième question, le Premier ministre Kassori vient de passer 100 jours à la tête du gouvernement. Qu'est-ce que vous retenez de ces 100 jours? Qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif? Et troisièmement, je place la troisième question. La rentrée scolaire, elle semble être compromise, fixée officiellement au 3 octobre. Mais il y a cette hypothèque qui pèse sur cette rentrée à cause donc de la détermination, de la forte détermination du SLEG à empêcher cette rentrée tant que les 8 millions ne sont pas versés aux enseignants. Disons que sur les 100 jours de Kassori, moi j'ai retenu comme beaucoup de Guinéens des annonces qui sont périmées, des promesses à ne pas en finir, qui ne viennent pas. J'ai retenu aussi qu'il a suspendu les libertés. En tout cas, il a une tentation de mettre à mal nos libertés, la liberté de manifestation. C'est aussi constaté que des syndicalistes ont été bastonnés, ont été emprisonnés. Ça, je le retiens aussi pendant ça. Et puis, il y a beaucoup de mamaya sur le nettoyage de notre ville. Il y a toujours autant d'ordures, ça, il faut le dire. S'il y a une seule chose qu'on peut mettre à son actif de positif, c'est peut-être l'accord non abouti
hein, sur le contentieux électoral. Parce qu'il a quand même pris des engagements par rapport à ça. On est arrivé à signer quelque chose rapidement, même si c'est un abouti. C'est peut-être cette petite chose qu'on peut mettre à son actif. Tout le reste... Il a tout de même réussi cela. Il a tout de même réussi quand même à résorber en partie cette crise qui était quand même là depuis des années. Quelle crise? Cette crise liée au contentieux post-électoral. Non, je dis, s'il y a quelque chose de minuscule à mettre à son actif, c'est bien... Attendez, la rue. Il nous a pas sorti de la rue. Je dis, il est arrivé à un accord non abouti. Donc à partir de ce moment, vous n'avez pas mis un seul pied dehors. Non mais oui. Kassouri est fort. On a écrit quelque chose qui n'est pas encore appliqué totalement, mais qui était satisfaisant pour nous. Donc s'il y a quelque chose d'actif à mettre à son compte, c'est peut-être ça. Maintenant, pour tout le reste, c'est des promesses, c'est la répétition, c'est de faire, et j'étais surpris d'entendre Kassouri répéter les discours qu'on disait contre lui, qu'il contestait quand il était à l'opposition. Et aujourd'hui, il répète comme un parfait militant du RPG, les boubous, la danse, la mamaya, les avions pour aller parler à des hommes misérables, tout ça, c'était du classique. Hein. Les anciens gouvernements, donc, comme sur le carburant, par exemple, parce que vous avez dit qu'il a maté les syndicalistes, vous le voyez, donc lever la même option, l'option de la confrontation avec les syndicalistes de l'éducation. Non, mais il faut aller à la confrontation. Moi, j'encourage les syndicats à aller à la confrontation parce que si on ne va pas à la confrontation, on ne trouve pas de limite. Il faut qu'on arrête un pouvoir autocratique. Il faut aller à la confrontation. Société civile, syndicats, partis politiques, tous ensemble, face à un pouvoir despotique pour mettre les barrières à leur volonté de confisquer nos libertés et nos institutions. Allez, ça nous reste 5 minutes. Allez-y, Moussa. Comment vous appréhendez l'horizon des législatives avec la question sous-jacente de la CENI, mais aussi du fichier électoral? Disons qu'il y a des questions qui sont fondamentales, qui ne sont pas réglées. Si on décide de respecter l'accord politique, de changer la CENI, de faire évoluer le fichier électoral, ça va avoir un impact sur les délais des élections. Il faut réfléchir. Si on trouve les moyens qu'il faut et que le gouvernement est de bonne foi, il peut mettre les moyens, aller très vite sans que cela n'impacte le calendrier électoral. On peut aller très vite en mettant les moyens et la bonne volonté. Il y a des possibilités, on est encore dans les délais. Il ne faut pas que Alpha croie que nous allons nous associer avec lui pour ne pas respecter les délais constitutionnels ou pour organiser n'importe quelle élection législative dans ce pays. On n'acceptera plus jamais. Il faudrait que ça soit clair. Il y a le temps actuellement de changer la CENI, d'améliorer le fichier électoral, d'organiser les élections législatives en février. Donc des craintes de glissement de calendrier. Ça, c'est lui qui le sait. S'il y a glissement de calendrier, ça sera sans lui. Bon. Il faut qu'Alpha comprenne que la Constitution balise ses droits. Et donc, s'il viole la Constitution, il sera un président illégal. Il est déjà illégitime. Bien. Allez-y, madame. Alors, la question que je voulais poser par rapport à cette force, cette mobilisation au sein de l'opposition, on a l'impression qu'elle s'effrite de plus en plus parce que récemment, pendant l'accord, le président, il a rencontré d'abord l'UFDG, mais après, il a rencontré l'UFR. Est-ce que on sent en sourdine qu'entre le PDN, l'UFR et l'UFDG, vous ne filez plus le même coton. Pourquoi ces petites frustrations des partis qui quittent petit à petit l'UFDG? On a l'impression que vous êtes en train d'être esselés petit à petit. Comment peut-on expliquer cela? Je ne veux pas non plus entendre le discours du président à dire que l'opposition est difficile. Hein? Voilà. Non, c'est pas... Non, vous savez, dans l'opposition... Sortez-moi d'autres discours. Lorsque vous êtes dans une... Les grandes gueules. Où vous avez Messi, ne soyez pas étonné que l'arrière droit, qui n'est pas Messi, soit un peu jaloux dans l'équipe. Ça arrive, mais Messi est unique. Donc des jalousies peuvent expliquer certains comportements. Mais aussi, mais c'est la vérité. Vous savez, là c'est un deuxièmement. Je pense que sur l'essentiel, ces partis se retrouvent à un moment ou à un autre. Actuellement, la question de la Cour constitutionnelle, sans qu'il y ait eu concertation entre l'UFR, le PDN et tous les partis politiques, il y a une certaine unanimité pour dénoncer la tentative de coup de force à la Cour constitutionnelle. Donc sur l'essentiel, nous nous retrouvons. Même si sur certaines situations, on ne s'est pas entendu, lorsqu'il fallait négocier pour faire des exécutifs au niveau des communes, nous avions pensé que l'UFR est un parti libéral, comme l'UFDG. Nous partageons au moins une idéologie politique et qu'il était possible de s'entendre. Mais d'autres intérêts sont venus travestir cette volonté naturelle qu'il y avait, et puis ça n'a pas marché. Mais et puis il y a aussi l'autre chose. Il n'y a pas de frustration. Quand vous êtes Sidia Touré, il n'y a pas de frustration. Quand vous êtes Sidia Touré,
vous avez été Premier ministre Il y a pas de de ces frustration. loups. Aujourd'hui, il mobilise. Il est plus costaud que vous. Forcément, ça vous fait mal. Et du coup, vous avez du mal à être derrière. Oula. Parce que vous pensez que vous méritez être que devant. Donc, ça crée de la jalousie. S'il est jaloux de ces loups. Bah, c'est clair. C'est clair, il est jaloux un tout petit peu. Il aurait souhaité avoir l'électorat de l'UFDG et la puissance de l'UFDG. Mais ce n'est pas lui, c'est celle d'Alain. Et PDM, justement, parlons-en. Le PDN, bon, disons que je ne veux pas parler de M. Kouyaté parce qu'à partir du moment où il a une opposition aujourd'hui virtuelle, entre guillemets, parce qu'elle n'existe que dans les médias, nous souhaitons que monsieur le Kouyaté... Il a mis en place une plateforme pour un changement réel. Mais cette plateforme, elle est à Paris. Elle se bat à Paris, elle dénonce dans les médias. Pour moi, à un moment ou à un autre, tous les opposants doivent venir dans ce pays, croiser le fer avec le pouvoir ici. Si vous restez ailleurs, tout ce que vous dites, tant mieux si ça a des conséquences ici. Tant pis si ça n'en a pas. Donc, s'il n'y a pas de conséquences pour nous, M. Kouyaté est encore loin. Nous le souhaitons ici dans ce pays, aux côtés des forces démocratiques, aux côtés des forces républicaines pour faire le changement nécessaire dans ce pays. Au charbon. Est-ce qu'il ne faut pas une sorte de réforme ou de diagnostic, je dirais holistique, au sein de l'UFDG pour comprendre ce qui ne marche pas? Parce que tout ne peut pas être rose. Les autres opposants dont vous venez de parler, en tout cas les leaders, Sédia Touré, Lansana Kouyaté, et bien d'autres qui sont devenus moins bavards, Papa Koli Kourouma et M. Aloussène Makanera, ben peut-être qu'ils en ont un peu marre d'être des suivistes, des accompagnateurs, si vous comprenez un peu On a vu Teliano aussi qui a fait une sortie. Être dans la constellation de l'UFDG. Mais vous n'êtes pas de cette galaxie-là. C'est-à-dire vous tournez autour, le noyau, c'est le Dalen Diallo. Le problème, attendez, il y a un problème. Effectivement, la puissance, sans oublier aussi la puissance que de l'UFDG, d'autres sont partis, comme Abouakar Souma, comme Baouri. La puissance de l'UFDG, c'est un problème. Les gens à l'opposition, beaucoup de partis politiques souhaiteraient que quand on est autour de la table, indépendamment de nos poids, qu'on considère que chaque parti est égal à l'autre. C'est difficile. Lorsque j'ai entendu M. Teliano dire que si lui, à l'abbé, il avait 17 conseillers dans une commune de 19 et que l'UFDG a 2, il l'aurait laissé. Mais il l'aurait laissé sur quelle variable? Ethnique ou politique? Parce qu'il faut aussi qu'on fasse attention. Lorsque l'on s'associe en politique, on s'associe en suivant nos poids. Parce que c'est une variable démocratique qui n'est pas discriminante. Si nos associations sont basées sur des clivages ethniques, on n'est pas dans la République. Donc, on n'est pas dans la politique. Donc il faut faire attention. Ça, c'est un deuxièmement. Donc quand on se retrouve autour de la table, nous respectons les partis qui sont avec nous. Nous souhaitons simplement que les partis respectent aussi l'UFDG en tant que force importante. Et en conséquence, il n'a pas le même poids que ceux qui sont avec nous. C'est très important. Lorsque nous avons dit que la règle d'association était que quand un parti politique arrive devant, les autres qui sont minoritaires le suivent, l'accompagnent dans la constitution des alliances. Maintenant, on peut avoir des dérogations sur ça, sur des cas spécifiques où à peu près les forces sont à peu près les égales. Donc vous sentez... Mais on comprend certains comportements. On comprend certains comportements, certaines remarques, certaines réticences de nos partis, de nos partenaires de l'opposition. Mais nous essayons par la pédagogie d'amener les uns et les autres à comprendre aussi que quand l'UFDG est autour de la table, l'UFDG est autour de la table pour des millions d'électeurs et qui doit tenir compte de cette masse d'électeurs, de cette masse de militants quand ils s'expriment. Et donc, c'est important de tenir compte de cela aussi dans nos échanges. Langage vrai. Donc, il y a des voyous en politique. Non, pas dans l'opposition. Allez. Pas dans l'opposition. Non, les voyous en politique, pas dans l'opposition, c'est qu'ils font la corruption, l'encadrent, l'encouragent, la suscitent. C'est ceux les voyous. Mais non. Donc, franchement, Ousmane, il y a des voyous en politique. Parce que quand vous dites qu'il y a des gens qui viennent vous draguer et puis après, ils font genre, on a plus de militants. Je pense à Teliano, entre autres. Je pense à beaucoup d'autres personnes. Non, je ne considère pas ça comme des voyous. Oui. Je dis simplement, lorsque vous êtes autour de la table avec un parti qui est moins fort que vous en termes d'électorat, forcément, comment vous les appelez? Attendez, c'est des petits partis. C'est pas des partis voyous, c'est des petits partis. Mais en ce moment-là, ces partis, ils voudraient que le rapport de négociation soit basé sur autre chose que sur le poids politique. Nous souhaitons que ce soit sur le poids politique. Donc, il peut y avoir quelques petites contradictions, mais ce ne sont pas de nature à détruire une relation fusionnelle. Non. On a écouté le président de l'UFDG la dernière fois ici, quand il parlait d'Abakar Silla, entre autres. C'est parti. Les gens qui viennent avec vous, juste peut-être pour avoir des postes, ou je vais dire des voix à l'Assemblée nationale, après qui se cassent. Comment expliquez-vous ça?
Mais c'est des partis qui n'ont pas beaucoup de conviction. Alors, c'est parce que quand on est à l'opposition, on n'est pas à l'opposition pour plaire à Cellou Dalein. On est à l'opposition parce qu'on croit qu'on a, dans notre idéologie, dans nos actions, il y a une conviction. Il y a une conviction. Ouais. Lorsque vous ne respectez pas les convictions, c'est pas vis-à-vis de l'UFDG, c'est que vous trahissez vos militants. Ceux qui vous ont confié leur suffrage, vous les trahissez. Ceux qui vous font confiance en tant que parti de l'opposition, vous les trahissez. Donc, si vous n'êtes pas constant, je pense que la sanction pourrait venir de ces gens-là. Et je pense que la plupart de ces partis sont déjà sanctionnés parce que des cadres ont quitté leur formation politique pour aller ailleurs. Et c'est ça aussi une sanction politique. Peut-être Ousmane Gawal, ces partis souhaiteraient que l'UFDG ait une sorte de triomphe modeste. Suprématie, certes. Énorme électorat, certes. Mais les autres aussi existent. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a toujours plusieurs options. Lorsqu'on est victorieux, il y a des gens qui ont, comme on dit, la victoire modeste. Il y en a qui ont la victoire exubérante. Et ça n'empêche, c'est une victoire. Et je pense que ça, c'est l'appréciation et c'est au tempérament. Vous savez que Cellou Dalein a la victoire modeste, mais à l'intérieur de l'UFDG, il y en a qui ont la victoire exubérante. Et puis c'est comme ça. Mais il faut l'accepter. Moi, je n'ai aucun complexe à magnifier les positions victorieuses de l'UFDG. Ce n'est pas un manque de modestie, mais simplement, j'ai besoin de donner la liberté à ma joie. Et lorsque je suis triste, mais ça ne me coûte rien non plus de verser une larme. Comme lorsqu'on perd les élections présidentielles, ben je verse les larmes sans m'en cacher. Parce que je suis peiné, mais il y en a qui pleurent dans le cœur. Moi, je pleure complètement et c'est visible. Bien. Ousmane Gawal, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.